Je pose tout ça et je suis à vous tout de suite et bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une maison d'édition avec laquelle je travaille depuis maintenant 3 ans je crois, ou 4 ans. Je vais vous montrer un petit peu tous les livres que j'ai de cette maison d'édition. Certains ont été reçus gratuitement par la maison d'édition qui me les a envoyés pour vous les présenter et d'autres ont été achetés. Je vais vous les montrer un petit peu tous, en tout cas tous ceux que j'ai, parce que j'ai commencé à faire mes cartons, donc je vous avoue que peut-être qu'il y en a un ou deux qui va manquer. Je les attrape par ordre de pile et je vous en parle assez rapidement parce qu'il y en a un paquet. Il y en a 14 exactement. Voilà. Hop, le premier, il s'agit de Possibilités de David Graeber. C'est un essai sur la hiérarchie et la rébellion et le désir. Et c'est chez Rivage Poche, donc c'est la collection Petite Bibliothèque. En gros, ici, on est sur un essai un petit peu comme si c'était plusieurs nouvelles qui abordent un petit peu tout ce qu'est l'utopie, un idéal utopiste par rapport à ces thématiques de hiérarchie, de rébellion et de désir. Je ne saurais pas tous vous les résumer, je vais essayer de vous lire rapidement le résumé, je pense que ce sera le mieux à faire parce que je ne vais pas me rappeler de tous les résumés de tout le monde. Ici, on est sur du coup ce petit livre qui parle de ça. Il y a écrit « Ces pensées sur l'origine de notre désarroi actuel, sur l'origine du capitalisme, la démocratie, l'anarchisme et le désir, ouvrent des fenêtres sur d'autres formes possibles d'existence sociale. Comment le capitalisme s'est-il imposé au point de paraître naturel ? Les possibilités humaines sont toujours plus vastes que ceux que nous imaginons. En 4 essais novateurs sur les hiérarchies, le travail salarié, la consommation et le fétichisme, l'auteur reconsidère les fondements du capitalisme avec la rage, la curiosité, le plaisir créatif qui anime toute tentative de théorie critique de la société. » Donc on est clairement sur cette thématique-là. Deuxième livre, toujours en format poche, mais ici je crois pas que ce soit dans la collection Petite Bibliothèque, ou en tout cas c'est pas spécifié. Il s'agit de Avoir et se faire avoir de Eula Biss, du coup chez Rivage Poche. C'est éditorialement parlant très joli en tout cas. Pareil au niveau des prix, c'est pas des livres qui sont excessifs parce que les formats poche sont à 9,50€ pour 300 pages pas piquées des hannetons. Ici, elle va un petit peu décortiquer tout ce qui est autour du capitalisme, donc un peu comme le récit précédent, à travers comme une histoire qu'elle vivrait où elle devient propriétaire pour la première fois, elle vient d'acheter sa maison et elle explore un petit peu toutes les valeurs, tout le système de valeurs qui s'imbrique au sein de cet achat qu'elle vient de faire. Et notamment un journal de bord et de lecture, des conversations entre amis et associations d'idées. Il y a du bricolage poétique qui est écrit dans les démarches de l'autrice et dans sa façon drôle et profondément originale de décortiquer toutes les manières dont nous internalisons les exigences du capitalisme. C'est un petit peu à travers tout ça, toute cette file d'achat de sa maison, de devenir propriétaire, qu'elle va décortiquer un petit peu tout ce qui tourne autour du capitalisme, de la consommation, etc. Hop, troisième bouquin, qui est lourd dans ma main, qui est très très lourd. Il s'agit de Regarde de Marisha Rassikoskinen, qui est finnois ou finnoise, Marisha peut-être. Et du coup voilà, c'est chez Rivage, il est très très lourd, il est au prix de 25,90 et en même temps il fait 733 pages et c'est un sacré bébé. Ici on suit le jeune Lucas qui mène une vie désespérément normale jusqu'à ce qu'il rencontre Cole, qui lui est son mystérieux et charismatique voisin. Les deux enfants ont 13 ans, c'est l'âge où tout est possible, mais c'est aussi l'âge où tout est assez fragile, que ce soit en amitié, en trahison, en manipulation. On sait qu'à ces âges-là, les ados, c'est pas forcément toujours très tendre. Ensemble, Cole et Lucas vont regarder le monde et le réinventer, se forger un univers parallèle à travers l'objectif d'un appareil photo ou d'une caméra vidéo. Ils vont du coup faire des images, ils vont un petit peu s'emparer du réel, jouer avec ça et tenter de faire paraître leurs histoires d'adolescents à travers ces outils de communication finalement. Et il y a écrit une phrase qui m'intrigue drôlement parce qu'il y a écrit « Et ils vont aussi prendre le pouvoir sur toi, cher lecteur ». Ici, l'autrice parle un petit peu de notre capacité à croire et à voir les choses qu'elle va passer au cœur du roman. C'est un roman qui est en forme d'escape game entre Donna Tartt et Christopher Nolan qui fait du monde un endroit un peu plus magique à vivre. Donc on va voir un petit peu tout ça à travers le regard de ces deux adolescents, amis,
qui utilisent la vidéo et la photo, mais qui en même temps vont peut-être nous emmener dans une autre vision des choses dont on n'est pas forcément prêt. J'ai 3 petits rivages poche juste ici, dont un qui est pas mal postité. Celui que j'ai pas mal postité, du coup, j'invente des mots moi aussi, ça me fait rire. C'est Penser un nouveau monde, pédagogie et décroissance de Serge Latouche. C'est ses entretiens avec Simone Lanza et c'est chez Rivage Poche dans la collection Petite Bibliothèque. Ici, ça parle de frugalité, ici, ça parle de penser un nouveau monde, ça parle de pédagogie, ça parle de société de surconsommation, ça parle de décroissance, ça parle de toutes ces thématiques-là qui me tiennent drôlement à cœur. Ici, en fait, on est surtout quand même centré sur la pédagogie, où les 2 auteurs, qui étaient du coup des professeurs, vont proposer, à partir de leur expérience d'enseignants, de comprendre un petit peu les traditions qu'on transmet aux jeunes maintenant et surtout de savoir du point de vue de la décroissance qu'est-ce qu'on pourrait mettre en pratique pour que ça se passe au mieux et que les nouvelles générations soient conscientes des choses et qu'on leur inculque pas les mauvaises choses entre guillemets. Et il aborde notamment le sujet des médias et de la super exposition aux écrans, mais je ne vous en parle pas plus parce que j'ai vraiment beaucoup aimé et c'est un livre que je peux complètement vous inviter à aller voir, à consulter. Sachant qu'il est très très court, hein. Il fait 100 pages, les 50, non même pas, les 20 autres pages, c'est surtout des notes de bas de page ou des références bibliographiques. Et j'ai mis pas mal de post-it, donc c'est un petit ouvrage qui m'a quand même pas mal marqué. Il est au prix de 7,70 €. Deuxième ouvrage dans la collection Rivage Poche, que je trouve très joli, regardez. C'est ici les Frères Grimm, les contes méconnus. Donc collection Petite Bibliothèque, et c'est les contes méconnus des Frères Grimm. On connaît voilà, les plus connus des Frères Grimm, et il y a quelques contes qui sont un petit peu passés à la trappe, qu'ils ont répertoriés dans cet ouvrage-là. Je ne sais plus combien il en a, mais enfin Grimm, notamment, il y a Blanche-Neige qu'on connaît, il y a La Belle au Bois dormant, il y a Le Chat botté. Et d'ailleurs, on sait pas toujours que c'est les Frères Grimm qui l'ont fait, mais c'est bien le cas. Et ici, on découvre encore quelques petits contes. Donc je vais pas pouvoir vous en parler plus que ça, mais franchement, c'est super chouette. Ah si, il y en a donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il y a quand même 12 petits contes. Le conte du pêcheur et de sa femme, L'os chanteur, Dame Trude, le conte du genévrier, la fiancée de Petit Lapin, Jean l'Heureux, la gardeuse d'oie, le petit âne, Lise la maigre, la lune, les enfants d'Ève et le lièvre et le hérisson. Voilà, c'est les petits contes qui sont répertoriés dans cet ouvrage. Encore un petit format poche, et c'est le dernier en format poche. Je l'avais bien aimé aussi celui-ci. C'est La Terre des femmes de Maria Sanchez. C'est chez Rivage Poche. L'image est très jolie. Ici, on est sur un roman quelque peu féministe et surtout on est sur le roman de Maria Sanchez qui parle de sa vie, de celle de sa mère et celle de ses grands-mères, parce qu'elle a toujours vécu à la campagne. Et j'avoue que c'est un livre qui a beaucoup résonné en moi parce que moi j'ai vécu mon enfance à la campagne. Et il y a certaines pratiques, façon de voir les choses, façon d'être dans les familles, façon d'organiser les familles et compagnie qui sont encore d'actualité. Pas aussi poussée parce qu'elle n'a pas le même âge que moi, l'autrice, et sa mère et sa grand-mère non plus, du coup. Mais il y a pas mal de choses qu'on retrouve encore à l'heure actuelle, qu'on faisait il y a moult et moult années, des façons de penser aussi qui sont un peu similaires, malgré les changements qu'on essaye d'opérer, qui sont pas toujours simples. Et j'ai trouvé qu'il était assez puissant et plutôt très juste, ce roman, vis-à-vis des femmes, et notamment vis-à-vis des femmes et vis-à-vis de la terre et de nos relations pour celles qui viennent de la campagne, qui vivent, qui ont vécu, qui sont très justes. Voilà, je trouve que ce livre est très juste et écrit de manière très juste. Une des dernières sorties de chez Rivage en 2025, c'est Les Vautours N'oublie pas de Pedro Cesarino, qui est traduit du coup du portugais Brésil par Hélène Mello. Ici c'est chez Rivage uniquement et il est très 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 joli celui-là. On est sur un livre qui est assez dur et plutôt spécifique. On est au bord de la forêt amazonienne, on va suivre un peuple autochtone, et une jeune femme, une maman, qui va chercher à retrouver son fils duquel elle n'a pas du tout de nouvelles. Dans ce petit coin de forêt, en fait, on trouve pas mal de corps mutilés qui sont retrouvés dans une décharge, qui sont abandonnés aux vautours. Et ces corps mutilés, c'est toujours des enfants autochtones de la forêt. On va suivre du coup Maya qui cherche un petit peu où en est son fils à travers tout ça, mais notamment à travers ce peuple qui est mutilé et aussi à travers le
le trafic de bois, les incendies, les trafics de drogue, le racisme, tout ce qui se passe dans les forêts amazoniennes, malgré tout, qui est très très dur à vivre, et pour les habitants d'Amazonie, et pour les peuples autochtones, et pour ceux qui vivent de ce que peut apporter la forêt. Et ici, on est sur quelque chose qui est poétique, mais dur en même temps, je trouve. Nous avons aussi, celui-ci je l'ai acheté, je crois qu'il est bien moins récent que les autres, Tourment de Joy Williams, qui là est traduit de l'anglais États-Unis par Brice Matthewsent, et c'est chez Rivage pareil uniquement, pas de collection spécifique. Ici, je l'ai acheté, je l'ai pas encore lu, mais il me donne très envie parce qu'il me semble être un petit peu dystopique. Je pense que je peux carrément le mettre dans cette catégorie-là. Dans le décor, en fait, on est sur une Amérique à la nature complètement dévastée. Au niveau de l'époque, il y a écrit «Pendant qu'il est trop tard». Ça veut dire ce que ça veut dire. Ici, on va suivre la quête de Kristen, qui est une jeune fille solitaire et légèrement marginale, qui va chercher un petit peu les traces de sa mère disparue. Donc dans l'autre sens, avec le livre d'avant, on suivait une mère qui cherchait les traces de son petit garçon. Et là, on suit une dame qui cherche les traces de sa mère qui a disparu, qui est à la recherche d'un village de vacances où se serait tenue une conférence des visionnaires. Voilà. Ici, il y a écrit que son voyage de cette jeune femme est initiatique et désopilant et qu'elle fait pas mal de rencontres qu'elle accueille avec une bonne volonté, mais qui pourtant sont pas forcément toujours très très chouettes. Elle va rencontrer un petit groupe de gamins qui s'est auto-baptisé les séquelles. En fait, c'est un groupe qui est reconverti en éco-terroriste, qui a écrit de la dernière minute, et donc c'est un petit garçon affreusement précoce qui rêve de devenir juge. On est vraiment dans un délire assez fou, mais en même temps, quand le monde part en cacahuète et que tout a brûlé et que l'écologie n'est plus là, qu'il n'y a plus de nature, je pense que les gens ne peuvent que devenir fous. Donc voilà, on va suivre un petit peu tout ça, je suis assez curieuse. À voir, parce qu'il y a écrit en dernière phrase, entre rire et rage, son roman est un acte de foi en la fiction comme contrebande de la pensée. Pour moi, cette phrase ne veut rien dire, ou alors faut que je l'étudie pendant 4 heures en philosophie. Mais bon, let's go. La ronde de nuit de Bora Chung chez Rivage, qui est paru en 2025. Ici, on est sur un recueil de nouvelles où on va suivre comment ça s'appelle ? Une gardienne, voilà. Une gardienne de nuit dans un genre de musée d'objets un petit peu spéciaux, parce que chaque objet qui est gardé dans ce musée est un objet qui a une histoire un peu paranormale, un peu surnaturelle. On a une paire de baskets qui est notamment hantée par un mouton. On a, je crois, un mouchoir qui raconte une vieille histoire de famille un petit peu chelou. Bref, chaque objet est du coup hanté, entre guillemets, ou en tout cas une histoire assez surnaturelle, et on va suivre cette gardienne de nuit qui va passer devant chacun de ces objets, et en fait chaque chapitre, chaque nouvelle, si on peut dire, de ce recueil est sur un objet et sur l'histoire de l'objet. Vu la couverture, j'ai cru que c'est un livre qui faisait un peu peur, j'ai cru que c'était un peu d'horreur, pas spécialement, voilà, finalement il est ok. Mais il est chouette parce que ça change de l'ordinaire. Dernier roman, Comptine pour la dissolution du monde de Brian Evenson chez Rivage. Couleur citrouille ou CGT. On est encore sur un bail de gens qui cherchent des gens. Ici, attention, petite nouveauté, on est sur un père qui cherche sa fille. Changement. Un père à la recherche de sa fille qui s'interroge sur un monde qui menace sans cesse de se dissoudre. Un réalisateur perçoit quelque chose qui l'épie à travers une jointure de la réalité. On a aussi un locataire qui constate que des objets disparaissent mystérieusement de son nouvel appart. Et on a des ombres un petit peu étranges qui surgissent dans le scaphandre d'un astronaute ou dans les lunettes d'une femme. C'est un recueil où il y a plein d'histoires fantastiques et dans lesquelles les personnages du coup sont confrontés à une lente dissolution du monde. Je suis assez curieuse parce que j'ai un peu de mal, je l'ai pas encore lu celui-là, j'ai un peu de mal avec les recueils de nouvelles, pour autant ceux que j'ai lus ça m'a plu, donc pourquoi pas donner sa chance à celui-ci, surtout qu'il y a un petit peu de fantasy, non fantastique, oui bah les deux, il semblait dire, donc à voir. On va passer sur 4 romans graphiques de chez Rivage, dont 2 de la même autrice, enfin 2 du même... oui, je crois que j'en ai 2 de la même autrice. Oui, c'est ça. Je les aime beaucoup. C'est Eyes Without a Face de Marie Baudet, c'est chez Virage Graphique. Je les adore. Ces BD, elles sont très belles. Le travail éditorial est assez fou chez Rivage collection Virage Graphique.
Et celui-ci, il est paru le 4 septembre 2024. J'avais un petit doute, j'allais vous dire début 2025, mais c'était fin 2024. Ici, on va suivre Sylvain, qui est un acteur, mais qui depuis des années trouve pas de taf. Depuis que les scénaristes de la série dans laquelle il jouait ont tué son personnage, en fait, il pense qu'il a perdu son talent et il est constamment en recherche de retrouver cette énergie, de retrouver son talent. Alors, du coup, Sylvain, il retourne chez ses parents avec son super manteau en laine de star et ses lunettes de soleil, sauf qu'il est un petit peu comme une coquille vide pour se traîner jusqu'à la maison familiale. Et en fait, on va suivre un petit peu sa famille et ses pensées à lui dans toute cette nouvelle atmosphère. Qu'est-ce que lui va emmener dans cette famille et comment la famille va réagir à ça. Et c'est quelque chose de finalement très réel que l'on lit, que l'on voit et que l'on comprend. Et je trouve que c'est très très bien représenté et c'est très drôle parce que ces personnages n'ont pas de visage. Et pour autant, l'autrice arrive complètement à leur faire à faire ressortir les expressions et les émotions malgré le fait qu'il n'y ait pas de visage de dessiné pour ces personnages. J'arrive en bout de batterie, j'espère que j'ai le temps de vous faire les 3 dernières. Encore de Marie Baudet, mais ici c'est coécrit avec Baptiste Sornin, c'est L'amour après chez Virage Graphique. Ici, très très simple, c'est l'histoire d'un couple qui arrive au bout. Sophie a 35 ans, Louis 33, ils sont ensemble depuis 10 ans, 10 ans d'amour, c'est long. Et voilà, pareil, comme le précédent, on suit une réalité, avec même ces personnages sans visage, on suit une réalité folle, quelque chose dans lequel on peut se retrouver, et avec plein d'émotions et d'expressions qui pourtant sont pas dessinées. Je suis désolée, je vais très vite, mais en tout cas c'est ça, et celui-ci je l'ai adoré. L'ombre des pins de Cécile Dupuis, Valérian Guillaume, encore chez Virage Graphique. Un été, une rencontre, 2 cœurs qui battent plus fort. On suit des jeunes gens qui se rencontrent en vacances d'été chez papy, mamie, un petit peu comme on a tous fait, que ce soit à la plage, machin et tout, qui s'entendent bien, qui vivent des choses ensemble et qui pour autant, à la fin, le retour à la réalité, à l'école, la fin des vacances, on est obligé de se séparer. Toujours des choses très très vraies, très jolies. Vraiment sur tous des couleurs comme ça, un petit peu pastel, couleur plage, que j'aime aussi beaucoup. Franchement, tous, sauf le dernier que je vous montre, j'adore, chez Virage Graphique. Le dernier que je vous montre, c'est Robbie de Olivier Bruno et Emily Gleason chez Virage Graphique. Et celui-là, j'ai trop de mal parce que les dessins me font peur. Voilà, ils me font penser au vieux Mickey, vous savez, au vieux cartoon là un peu chelou. Je suis pas forcément très très à l'aise avec ces dessins-là. Ici, on est au cœur d'une nuit d'orage, c'est un petit peu lugubre comme histoire. On est dans un cimetière, on va suivre Robbie qui du coup va sortir du cimetière parce que il est mort ou elle est morte, je sais plus trop. Et qui cherche un petit peu à savoir comment comment il est devenu ce qu'on appelle communément un zombie. Donc il va rencontrer pas mal de persos un petit peu chelous et il va se lancer dans un trip un petit peu pour découvrir les raisons de sa mort et c'est bizarre, voilà, ça peut plaire, mais c'est un petit peu chelou. Voilà. Bon, je suis désolée, j'ai été ultra speed sur la fin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à vous abonner pour soutenir mon travail, à mettre un j'aime, à me dire ce que vous voulez aux commentaires. Moi, je prends toujours le temps de vous répondre. Je vous souhaite bonne nuit, joyeux Noël, joyeux anniversaire et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Désolée pour la vitesse de la fin. Ciao!